ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de l'économie. Vous êtes sur Sika TV. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. 19 000 hectares de terres arables seront bientôt irrigués au Mali. Il s'agit d'une initiative de la coopération canadienne. United Bank for Africa, meilleur partenaire financier dans le domaine de l'agriculture au Nigeria. Cette banque a été désignée comme le plus gros investisseur bancaire dans ce domaine. Enfin, au Cameroun, la vente des lampes solaires connaît un nouvel essor à cause des délestages électriques. Nous démarrons ce journal de l'économie par le Mali où le projet de renforcement de l'agriculture irriguée en abrégé Réagir envisage d'irriguer 19 000 hectares de terre. D'un coût global de 40 milliards de francs CFA, eh bien, ce projet, qui est une initiative de la coopération canadienne, couvre une période de 5 ans. Il permettra notamment d'améliorer la sécurité alimentaire dans les régions de Mopti et de Koulikoro, ceci grâce à la production de 24 800 tonnes de céréales, essentiellement du riz, et aussi de 63 400 tonnes de produits maraîchers. Ce projet vise par ailleurs l'autonomisation des femmes. Ces dernières se verront allouer 10% des superficies totales qui seront irriguées grâce à ce projet. Direction maintenant le Ghana, la Zambie, le Nigeria et l'Afrique du Sud. C'est avec Génia Lafouda qui nous présente l'actualité économique en quelques télégrammes. Au Ghana, la dette publique a atteint 94,5 milliards de cedi, soit 23,7 milliards de dollars à la fin du mois de juin, ce qui constitue 71% du produit intérieur brut du pays contre 67% fin mai. À l'origine de cette dette, la dépréciation du cedi qui a décroché de 13,8% par rapport au dollar depuis le début de cette année. Une situation que le Ghana a tenté d'inverser en concluant en février dernier un accord d'assistance financière de 918 millions de dollars avec le Fonds monétaire international. Quant à la dette extérieure du Ghana, elle s'est élevée au mois de juin à 58,6 milliards de cedi, soit 44% du PIB fin juin. Le gouvernement zambien lancera bientôt les formalités pour la construction de 3 centrales d'énergie renouvelable d'une capacité globale de 900 MW. Les installations sont composées de 2 centrales solaires de 200 MW et 400 MW de capacité et d'une centrale géothermique de 300 MW. Au Nigeria, United Bank for Africa vient d'être désigné plus gros investisseur bancaire dans l'agriculture nationale par la Chambre de commerce et d'industrie de Lagos. Ce prix récompense la banque pour les efforts qu'elle a consentis dans le secteur agricole nigérian. En effet, la banque avait mis en place un fonds de 50 milliards de naira en faveur de l'agriculture en 2009. Elle a ensuite consacré environ 7% de ses prêts au secteur agricole, ce qui représente presque le double de la moyenne nationale qui est de 4%. Le secteur agricole, il faut le noter, est un secteur clé dans le mouvement de diversification de l'économie nigériane et de la réduction de sa dépendance aux hydrocarbures. En Afrique du Sud, le principal bassin de production de maïs se trouve dans une situation désastreuse. Ceci en raison de la sécheresse qu'il connaît actuellement. Cette sécheresse, la pire qu'ait connue le pays depuis 1992, affecte en particulier l'État libre et les provinces du nord-ouest du pays, qui produisent environ 2 tiers de toute la récolte de maïs du pays. Précisons que sur le marché local, le prix du maïs blanc servant à l'alimentation humaine a connu une hausse de 48%, tandis que celui du maïs blanc servant à l'alimentation animale a augmenté de 34%. En Afrique, le réseau d'échange d'informations entre établissements financiers SWIFT enregistre une croissance à 2 chiffres sur le continent.
En effet, entre août 2014 et août 2015, ce réseau a réalisé une croissance de 11%, notamment au Kenya, au Ghana et au Nigeria, où l'on enregistre les taux de croissance les plus rapides. Au Moyen-Orient, la croissance du volume des messages échangés via le réseau SWIFT s'est établie à 12% entre août 2014 et août 2015. Quant à la région d'Afrique et Moyen-Orient, elle ne représente actuellement que 4% du volume total des messages échangés via le réseau SWIFT. Le nouveau président de la Banque africaine de développement fait de la crise énergétique son cheval de bataille. Akewumi Adesina propose dans ce cadre un pacte de l'énergie visant notamment à débloquer le potentiel énergétique énorme de l'Afrique, aussi bien dans les énergies renouvelables que dans l'énergie conventionnelle. L'ABAD se dit d'ailleurs prête à coopérer avec toutes les parties impliquées dans le lancement d'un nouveau pacte de l'énergie pour l'Afrique, un pacte qui accélérera l'approvisionnement énergétique et l'accès à l'énergie sur tout le continent africain. Direction maintenant le Cameroun où les délestages électriques sont incessants et plongent d'ailleurs les habitants dans le noir pendant plusieurs heures. Cette crise énergétique a vu l'essor d'un nouveau marché, celui de la lampe solaire. Pour leur devoir du soir, ces jeunes élèves n'ont pas le choix, ils ont besoin de lumière. Mais les coupures d'électricité sont intempestives à Douala. Pour y remédier, les parents ont investi dans des lampes solaires. Je suis en train d'essayer de faire mes devoirs. Comme je suis les cours de langue pendant les vacances, et c'est un peu difficile d'apprendre dans ces conditions, vu qu'au Cameroun, il y a beaucoup de coupures d'électricité. Mais heureusement pour nous, il y a les lampes rechargeables pour nous aider à faire cela. La fréquence des délestages électriques au Cameroun est sans précédent. Le déficit d'énergie oscille entre 500 et 600 mégawatts, provoquant plusieurs coupures par jour. Dans les rues comme dans les boutiques, les lampes solaires sont devenues omniprésentes et se vendent entre 10 et 25 euros. Quand on coupe l'allumette, les gens achètent trop de lampes solaires. Vous pouvez vendre combien par jour? Par un jour, je peux vendre 15, 20 comme ça. J'ai payé 2 lampes solaires pour voir d'autres au village. Ici à Douala, j'en ai 4 chez moi. Hein. Ça me sauve trop. Un marché qui est en plein essor. Cette unité d'assemblage camerounaise s'est ouverte en août en important des matériaux de Chine et de Corée. L'entreprise produit déjà 200 lampes par jour avec un seul credo, une lampe pour toutes les bourses. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver une solution aux petits Camerounais, aux Camerounais moyens. Donc celui-là, en fait, qui doit aussi être éclairé. On se focalise aujourd'hui d'abord sur cette petite lampe solaire que nous avons baptisée lampe solaire Aïda, qui est à la portée de tout le monde. Le défi énergétique est de taille au Cameroun. Le gouvernement vient de signer un accord qui l'oblige à moderniser le principal barrage du pays qui produit 70% de l'électricité. En attendant, l'énergie solaire reste une lueur dans la nuit camerounaise. Même la ville de Douala s'y est mise pour l'éclairage public. Passons maintenant à la deuxième partie de ce journal de l'économie. C'est juste après cette petite transition. Une transition qui nous permet de retrouver Casimir Pédio du quotidien L'économiste qui paraît à Cotonou, Bénin. Bonjour Casimir. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, nous allons parler du transport communautaire. En quoi les rails s'opposent-ils au poste de contrôle juste à poser? Alors, il faut dire que pour des raisons de libre circulation des personnes et des biens, l'UEMOA a initié il y a quelques années encore le phénomène des postes juxtaposés entre deux pays. Alors c'est ainsi, vous avez au sein des 8 pays que constitue l'UEMOA et bien au-delà encore, vous avez de ces postes-là qui ont été installés pour faciliter, pour réduire les tracasseries policières et douanières sur les axes. Alors avec l'arrivée du projet de Bolloré, à savoir la construction de la boucle ferroviaire qui part
d'Abidjan pour Lomé, eh bien, désormais, il ne serait plus question de ces postes juxtaposés parce que les trains vont circuler tout au long de ces pays-là sans pouvoir s'arrêter. Alors que ces postes ont été beaucoup plus réalisés dans l'intérêt de faciliter, de collecter en un seul point les recettes et de permettre quand même aux transporteurs de pouvoir circuler. Désormais, il n'y aura plus de trafic au niveau, les flottes au niveau de ces pays, à savoir les camions qui transportent les marchandises seront réduits parce que désormais le train va permettre la libre circulation des marchandises. Lorsque vous prenez l'exemple du port de Cotonou, par exemple, lorsque le train démarre à Cotonou pour peut-être Agadez au Niger, c'est qu'arrivé au poste juxtaposé de Malanville, le train ne pourra pas s'arrêter pour se faire contrôler, le train va passer directement. Alors que ce trafic était assuré entre-temps par les camionneurs qui le faisaient. Donc forcément, il y a un conflit forcément économique qui désormais va naître entre les transporteurs de camions et les trains marchands qui vont circuler désormais au sein de la communauté depuis Ouagadougou, depuis Abidjan jusqu'à peut-être Lomé pour transporter les marchandises. Est-ce qu'il n'y aura pas de manque à gagner pour les États justement? Pour les États, il n'y aura pas de manque à gagner forcément, mais beaucoup plus pour l'économie de masse. Il y aura de problèmes en ce sens que les camionneurs seront pénalisés. Il y aura aussi la réduction de ce phénomène de tracasserie, de harcèlement policier et douanier. Mais l'inconvénient ici, c'est que les postes juxtaposés désormais seront, excusez du peu, des éléphants blancs parce que c'est des milliards de francs CFA qui ont été injectés au niveau de 8 postes pour pouvoir améliorer le contrôle. C'est les 8 postes qui sont concernés? Oui, c'est les 8, pas que les 8 postes, il y a environ 2 parce que quand vous prenez Sénégal, Guinée, forcément il n'y a pas le train, il n'y a pas la boucle ferroviaire de ce côté-là, donc là-bas il n'y a pas de... Ils ne sont pas concernés. Mais lorsque vous prenez le Niger, le Bénin, Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, les postes juxtaposés au niveau de ces frontières-là sont menacés en ce sens qu'il n'y aura plus désormais, le trafic serait beaucoup plus relax quand on prend le train, parce que sur un train, c'est environ une quarantaine de conteneurs, donc ça fait 40 camions qui devraient normalement s'arrêter à ces postes-là, qui seront désormais réduits. Donc forcément, il y aura un problème, un conflit qui va naître d'ici à là, entre ces postes juxtaposés. Mais comment est-ce que cela peut s'expliquer, puisqu'on sait qu'avant justement le lancement des 2 différents projets, il y a eu quand même des études préalables? Oui, il y a eu des études. L'UEMOA a réalisé ces études et Bolloré a réalisé ces études. Alors les deux n'ont pas fusionné leurs études pour pouvoir voir l'impact que pourrait engendrer. Et c'est là justement le problème. Aujourd'hui, au sein de l'UEMOA, il n'y a pas cette coordination des activités pour pouvoir impacter positivement l'économie. Chacun travaille dans son milieu et on a le résultat sur le terrain. Donc, quand les projets naissent, parfois vous avez de ces conflits-là qui naissent. Donc aujourd'hui, il va falloir voir dans quelle mesure ces postes juxtaposés-là, on pourra les rentabiliser parce qu'il faut le dire, la marchandise coûte beaucoup plus cher, du moins, est beaucoup plus onéreux pour l'économie que le transport des personnes parce que désormais, seuls les bus qui transportent les passagers pourront s'arrêter au niveau de ces postes juxtaposés pour se faire contrôler. Les camions n'auront plus leur raison d'être parce que le coût au transport serait réduit. Donc les gens... arrange mieux les commerçants. Ça arrange mieux les commerçants. Donc, ils vont préférer beaucoup plus les rails qu'au transport routier. Et donc, forcément, d'ici à là,